On ouvre la page Ligue 2 et la page du Football Club Sochaux-Montbéliard. Alors on va prier pour avoir Omar Daf, mais c'est vraiment très très compliqué. Alors pour tout vous dire, je l'ai vu ce mercredi à l'entraînement. Je suis allé assister à l'entraînement avant la rencontre face à Brest. Donc il m'a dit que c'était OK pour ce soir, mais le problème c'est comme la semaine dernière, on pouvait pas lui laisser un message sur sa messagerie, elle était pleine. Là c'est rebelote, donc c'est vraiment très compliqué d'avoir l'entraîneur socialien. En plus, on sait qu'il y a eu des arrivées aujourd'hui. C'est Arthur qui nous en dira plus tout à l'heure. Donc forcément, c'est peut-être un petit peu compliqué, encore une fois, de l'avoir ce soir. Mais on ne désespère pas. Allez, on va s'accrocher. Puis Fred va faire le numéro. Peut-être que ça va le faire venir. Oui, match à Brest, défaite à Brest. Face au stade brestois. Je vous propose de découvrir justement l'avant-match, c'était chez nos confrères de Beansport, entre Robert Malm, et vous allez voir, et Omar Daf. C'était assez sympa, les joueurs se connaissent très bien. Il y a aussi Jean-Marc Furlan d'ailleurs vous allez écouter, je vous laisse écouter, c'était assez sympa, on a bien rigolé. Bonjour Omar. Tu vois, c'est par ici. C'est triché déjà, il se font la vie. Alors oui. Alors là, ça va. Si tu veux que je te fasse la vie, je te fais la vie, Jean. Alors expliquez-nous le lien du coup. Le lien, c'est qu'on a joué l'un contre l'autre et puis surtout avec les sélections nationales et puis les amis qu'on a en commun, voilà, qui fait que je suis content de voir Omar avec sa petite barbe. Omar, on le voit ici, vous n'avez pas changé Omar, joueur, entraîneur, vous êtes toujours le même. On va montrer quelques photos d'époque à Sochaux et à Brest. Alors, à Sochaux, c'était évidemment entre 97 et 2009, et puis à Brest entre 2009 et 2012. C'est vrai, vous n'avez pas bougé, hein? Toujours le même, physiquement. On essaie de s'entretenir. C'est vrai que d'être sur le terrain avec les joueurs, ça permet aussi de rester en activité. Mais bon, voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir être sur le terrain, travailler avec les joueurs. Donc je pense que c'est ça qui nous permet aussi de garder un peu la forme. C'est important. Bon, Jean-Marc, vous savez que... T'as vu, ils n'ont pas de photo de moi parce que c'est trop vieux. C'est trop vieux. C'est des siècles passés. Et les mecs, ils n'ont pas de vidéo. Fais attention, Jean-Marc, ça se trouve. Non, on a une autre tradition avec vous, Jean-Marc. La tradition, c'est la première question toujours négative. C'est comme ça, c'est toujours comme ça quand on se retrouve le samedi. Le match aller contre Sochaux, défaite 2-0. Ouais. On va voir les images. On s'était fait bouger. Demirovic avait marqué. Le ballon dans la surface. Et sur le coup de tête. C'est agréable là, cet après-midi là. Je vais vous montrer ça. Non mais on s'était fait vraiment bouger. Non, on s'est fait bouger parce que vraiment, on se qualifie juste avant. Hein. On se qualifie en coupe juste avant, mais on avait passé la semaine complète là-bas et on était vraiment pas bien dans ce match-là. On était vraiment pas bien du tout parce qu'on était resté à Belfort toute la semaine et les gars n'étaient pas au mieux sur ce deuxième match. Voilà. Demirovic et Rosema avaient marqué. Ils ne sont plus au club, heureusement pour Jean-Marc Furlan. La composition d'équipe, Robert, Omar de Sochaux, elle est plus surprenante. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi, Omar, avec notamment une défense centrale composée de jeunes. Maxence Lacroix, 18 ans, deuxième titularisation en Ligue 2. Boris Moltenis, 19 ans, première titularisation. Mais les deux se connaissent bien parce qu'ils étaient en réserve la saison dernière ensemble. Tout à fait, mais pour moi, dans mon idée, ce qui était important, c'est de mettre des joueurs à 100%, des joueurs qui travaillent à l'entraînement. Aujourd'hui, c'est deux joueurs qui me donnent satisfaction à l'entraînement, donc j'ai entièrement confiance en eux. Et puis aussi, nous, on est un club formateur, donc dès qu'il y a un jeune qui est performant, on n'hésite pas à le faire jouer. Oui, et puis surtout avec la situation du moment, Omar, il faut pas se le cacher. On sait que c'est compliqué extra-sportivement, des joueurs sont partis. Ça veut dire quand même aussi que la formation marche bien, et t'en sais quelque chose. Oui, la formation marche très bien chez nous. Les joueurs qui sont partis, ils n'étaient pas dans le projet à 100%. Donc quand je suis arrivé, mon discours, il était clair. Voilà, je veux mener ce projet-là bien, avec des joueurs investis à 100%. Jean-Marc, vous devez apprécier, même si vous vous concentrez sur votre équipe, de voir Omar lancer des jeunes comme ça, malgré la difficulté. Oui, c'est une très bonne chose. Et puis en plus, comme il vient de le dire, Sochaux, c'est vraiment... Alors moi, je peux vous passer des heures à vous raconter l'histoire du club de Sochaux. C'est vraiment un club formateur avec des très bons jeunes. Voilà. Et c'est vrai que, c'est bien. Félicitations. Bon, c'était un bon moment avec les deux entraîneurs. Jean-Marc Furlan est aussi quelqu'un de très sympathique. C'était assez sympa. En plus avec Robert Malm et Samuel Olivier, les deux commentateurs de chez Beansport. Robert Malm, ancien joueur qu'on a vu sur les terrains Ligue 2, Ligue 1.
C'est sympa, non, Arthur, Oui. cette façon d'aborder justement Surtout- l'avant-match. Ouais, surtout des retrouvailles entre 3 personnes qui sont affrontées. Il me semble que Robert Malm aussi avait affronté Furlan quand il était à Lens. C'est ça, c'est ça. Oui, oui, ils avaient joué. Ils ont tous joué à des moments différents. Mais c'est vrai que c'était assez sympa, en tout cas, de les retrouver là. Et c'est vrai que dans ce qu'a dit justement dans l'avant-match, il y a eu une composition d'Omar Daf qui a surpris. Bon, on est allé mercredi, nous, à l'entraînement. On a vu déjà que Maxence Lacroix était dans l'axe, souvent. Il y avait Boris Moltenis, et pas Brice Moltenis comme j'ai mis sur Twitter. Certains m'ont repris. C'est vrai que je m'étais trompé, mais ça, c'est les mots qu'on met directement des fois sur les téléphones. Lui, il enregistre le téléphone et clac, on envoie, et puis c'est trop tard. Je pense que tout le monde l'a vécu. Non, c'est bien Boris. Après, j'ai fait croire que c'était son frère, mais non. C'est pas possible, donc c'était bien Boris Moltenis, bien évidemment. Et c'est vrai que cette composition d'équipe était surprenante, mais en tous les cas, Omar Daf, lui, il les connaît, ces joueurs. Et finalement, moi, je les ai trouvés très bons, ces deux joueurs dans l'axe. Très, très bons. Après, c'est vrai que sur le but, c'est un but un peu gag, encore une fois, hein, parce que c'est une mauvaise relance de Lorenz Atti Ziggy. Le ballon revient très rapidement. Après, il essaye de le capter. Il glisse. Après, on peut se demander aussi ce que fait Navarro. Je pense qu'il aurait pu mettre un coup de pied aussi. Enfin bref, tout s'est enchaîné de façon un petit peu bizarre. Finalement, ça fait 1-0. Mais en fin de partie, ce qu'il faut relever quand même, c'est que la seconde période a été quand même sochalienne à la fin, où Brest était quand même acculé devant ses buts. Je pense que tu as vu Oui, j'ai vu. Ton sentiment. Oui, moi j'ai vu la rencontre, j'ai vu quand même une équipe de Brest qui avait quand même pas pu montrer tout son potentiel offensif qu'elle avait depuis le début de la Ligue 2. Quand même Sochaux qui était assez solide sur le terrain, assez menaçant sur les coups de pied arrêtés, et qui avait montré une vraie envie de vouloir changer. Là, par exemple, l'idée de vouloir intégrer plus de jeunes sur la compo titulaire, on a vu avec Moltenis et Lacroix, bon, il y a encore quelques problèmes de placement défensif, mais c'était quand même très intéressant, il y a beaucoup de potentiel. Et j'espère tout de même qu'on reverra un type de défense comme ça. Après, il y a quand même un bon vivier de défenseurs à Sochaux, mais privilégier quand même la formation telle qu'elle, c'est quand même une belle aubaine. Après, ce que je dirais, ça reste quand même Gauthier Larsonneur qui a fait un match impeccable du côté de Brest, et malheureusement pour Anderson qui a buté devant en fin de rencontre, ça aurait pu mieux se passer encore pour Sochaux. Oui, c'est vrai, comme tu le rappelais, c'est vrai que Sochaux a une grosse occasion, en fin de match de la dernière d'ailleurs, avec Anderson qui met le ballon directement sur l'Arseneur. Bon, après, il faut la remettre à droite, à gauche, mais bon, le ballon vient très très vite. On n'a pas le temps de décider où on veut la mettre. Il la frappe plein axe. Gauthier l'Arseneur, lui, ne bouge pas. Bon, bravo à lui, on sait que c'est un gardien qui a beaucoup de talent. Mais c'est vrai que Sochaux aurait au moins mérité le match nul, mais en football, on sait bien que mérite, ça, c'est pas toujours synonyme de points, mais on aurait dû repartir avec quelque chose de Brest. Mais c'est vrai que, bon, première mi-temps, Brest n'a pas trop forcé la première mi-temps. Après, ils ont ouvert le score, et ensuite, c'est vrai qu'en deuxième période, Sochaux a été un petit peu plus présent. Mais en tout cas, on a vu de belles choses, et on va. Moi, je vous propose d'écouter tout de suite la réaction de Omar Daf, qu'on a du mal à l'avoir dans l'émission. On va écouter sa réaction, ou déjà peut-être celle de Jean-Marc Furlan. Allez, on va vous donner celle de Jean-Marc Furlan, qui parle aussi de cette équipe sochalienne qui était très très jeune, il faut aussi le rappeler. Non, c'était pas simple. C'était très compliqué, oui. Comme ça peut arriver dans la saison, hein. Ce qui est important, c'est très important, c'est l'aspect comptable. Il y a eu des matchs ici, comme je vous dis souvent, pendant 3 ans, très aboutis, et qui sont arrivés avec 0 point. Je peux vous en citer beaucoup, je les ai dans la tête. Et même si je vieillis, j'ai pas encore Alzheimer. Donc il y a beaucoup de matchs où on a vraiment fait des grands matchs et on n'a pas pu prendre de points. Et là, ce soir, on est tombé, c'est multifactoriel, vous savez. On est tombé sur une équipe très jeune, très très jeune, de Sochaux, qui quelque part, pour bien connaître les tenants et les aboutissants d'un club, a très peu à perdre, puisque tous ces gamins ils ont montré, effectivement, ils ont fait un très très bon match, Sochaux. Ils méritent même, sur leur engagement et sur la capacité de jouer comme ils l'ont fait. Ils ont pris un match. Ce que je dis à mi-temps, j'ai dit ils vont prendre un maximum de risques. Parce que c'est tous des gamins qui n'ont strictement rien à perdre. Et ça, c'est très très important dans
dans la société et dans la vie dans plein de domaines. Quand tu as tout à perdre, tout à risquer, nous, on s'est contenté effectivement sur la deuxième mi-temps, même si on a eu 2 ou 3 opportunités pour casser le match, eh bien on a tenu jusqu'au bout pour aller chercher ces 3 points. Ce qui est important, surtout dans des, comme je dis, c'est multifactoriel, et surtout dans les périodes hivernales, où effectivement, eh bien, parfois, sincèrement, par exemple, même si on ne fait pas un grand match, même si on n'a pas dominé cette équipe et qu'on a souffert, ce qui est assez rare pour les gamins, pour les joueurs du SB29, c'est assez rare, mais on a cette capacité-là maintenant, un peu plus qu'on l'avait avant, de tenir et de conserver le résultat, le but d'avance qu'on avait. C'est quand même très important, surtout quand on est en hiver, que les conditions sont un peu plus difficiles pour nous au quotidien, tous les jours. C'est important de réussir ça, ce qu'on ne savait pas faire depuis depuis les années précédentes. Allez, c'était Jean-Marc Furlan qui nous donnait justement son sentiment sur Sochaux et cette équipe très jeune, mais également sur bien évidemment son équipe de Brest. Et ben, je vous propose, avant d'écouter Omar Daf, je vous propose le résumé de cette rencontre entre Brest et Sochaux. Brest deuxième, accueille Sochaux 17ème. La meilleure attaque de Dominos League 2 va essayer de marquer et de s'imposer. Brest reste sur 4 matchs sans défaite, 2 victoires et 2 nuls. Les Bretons ont bon espoir face à une équipe de Sochaux qui, elle, est en difficulté sur 3 matchs sans avoir marqué le moindre but, toutes compétitions confondues. Comme prévu, les joueurs de Jean-Marc Furlan sont entreprenants à domicile. Comme d'habitude, ils vont de l'avant. Première opportunité avec ce centre et le ballon qui est un petit peu trop haut, mais un autre joueur arrive pour frapper. Il s'agit de Quentin Bernard, mais c'est sauvé par la défense sochalienne. Sochaux avait réussi à battre Brest 2-0 lors du premier match de la saison entre les 2 équipes en Dominos League 2. Les 2 formations s'étaient également rencontrées au premier tour de la Coupe de la Ligue BKT. Brest était qualifié au tir au but. 3e match de la saison donc entre les 2 formations, et Brest n'a toujours pas réussi à battre les Sochaliens. Les Bretons se méfient avec ce tir dévié pour Sochaux. Une équipe de Sochaux en pleine mutation. Certains joueurs sont partis, ont quitté le club, dont Demirovic. L'attaquant bosnien avait pourtant marqué quelques buts. Bonne récupération brestoise. La remise dans la course. Et le gardien qui se replie, mais le but est quand même marqué. Quelle erreur de Laurent Satizigui. Le ballon a bien franchi la ligne. 1-0 en faveur du Stade brestois à la 26e minute. C'est un cadeau du gardien sochalien. Ici, il arrête le ballon, il fait une bonne parade, la main ferme. Et en voulant récupérer ce ballon et le sécuriser, il l'amène au fond des filets. Alors que la première parade est difficile, il gâche tout avec cette glissade. Le ballon a bien franchi la ligne. Brest mène à 1-0. C'est un coup dur pour Sochaux. Le gardien va devoir s'en remettre et son équipe avec, alors que Brest prend l'avantage. À la mi-temps, Brest mène 1-0 sur une rencontre qui n'est pas si déséquilibrée que ça. Mais les Sochaliens vont devoir aller égaliser pour ramener quelque chose de ce déplacement en Bretagne. En seconde période, Brest continue à avoir les meilleures chances, notamment ici le ballon pour Gaëtan Charbonnier. Il peut donner côté droit pour une superbe frappe vers Julien Faussurier. Faussurier prend sa chance, passe au-dessus. Brest ne se met pas à l'abri, mais il y a peu d'occasions en seconde période et Sochaux ne parvient pas à revenir, à moins que sur ce corner, les visiteurs réussissent à marquer. Quelle opportunité, le sauvetage de Gauthier Larsonneur, alors qu'on est dans les arrêts de jeu de la partie. Les Sochaliens ont eu une très bonne chance pour arracher le point du nul, mais les joueurs de Mardaf n'y sont pas parvenus. Au final, victoire de Brest 1-0 contre Sochaux. Victoire de Brest 1-0 contre Sochaux, mais je crois qu'il y a aussi des arrivées. On a appris ça dans l'émission. Dommage qu'on n'ait pas Omar Daf. On aurait pu lui en parler en direct. Vas-y Arthur, dis-nous qui est arrivé aujourd'hui ou ce soir dans les dernières minutes. Eh ben écoute, il y a très peu de minutes, le FC Sochaux vient d'officialiser la signature de l'ailier gauche Yohan Molo pour 6 mois.
Donc, suivi de ça, il y aura sûrement une nouvelle arrivée, puisque le rédac chef de Foot Mercato vient d'annoncer que Christopher Roquia serait en direction du Doubs. L'OM aurait autorisé le joueur à partir, puisque au départ, il ne pouvait pas partir de Marseille avant que Rudy Garcia recrute une doublure à gauche pour compenser son départ. Des noms comme d'Albert étaient annoncés, donc sûrement que quelqu'un a été trouvé et qu'on aura plus d'informations dans les prochains jours du côté du Vélodrome. Mais Christopher Roquia serait arrivé ce soir à Montbéliard pour signer les papiers, officialisation sûrement demain. Après, pour Yohan Molo, je trouve que c'est une belle affaire pour un joueur qui a quand même de l'expérience dans l'élite, même si il n'a que joué, si je me fie à ma base de données, il n'a joué que 2 matchs en Ligue 2. Ce sera un nouveau championnat pour lui, mais aussi peut-être un moyen de se relancer, puisqu'il a très peu joué à Samsara cette saison en Russie. Il avait joué à Saint-Etienne, Nancy, c'est ça? Alors, il a fait Monaco, Caen, Grenade, Nancy, Saint-Etienne, Samsara, le Zénith Saint-Pétersbourg, Fulham et de nouveau Samsara avec un petit passage au Qatar où il n'a joué aucun match. Après, là, ça permet d'avoir des doublures sur les ailes. Comme je disais la semaine dernière, ça manquait beaucoup de doublures dans les postes offensifs. Donc là, on peut voir Yohan Molo qui pourra compenser avec Emmanuel Anderson maintenant sur le côté gauche et permettra à Robinet de retrouver sa place de numéro 2 en pointe avec Sané qui sera titulaire. Bon, il manque plus qu'un buteur en fait. Sûrement, oui. Après, peut-être qu'il faut donner sa chance à Sané devant, et j'espère pour lui qu'il saura donner satisfaction, parce que c'est un joueur qui a montré qu'il avait quand même de bons apports offensifs et qui avait un minimum de talent. Et au jeune Victor Glitzling. Moi, j'aime bien ce joueur, donc c'est vrai que j'en parle souvent, mais c'est vrai que je pense qu'avec Omar Daf, il aura oui, il aura sa chance. Il avait déjà eu un petit peu sa chance avec Aïra, José Manuel Aïra, et il aura peut-être encore sa chance. Il a eu 4 buts. Et après, il l'a mis un petit peu sans vraiment le mettre, et après, il l'a carrément enlevé. Bon, après, il s'est blessé, c'était autre chose. Mais c'est vrai que moi, j'aurais bien aimé qu'il le mette d'entrée. Bon, après, il était peut-être soumis à d'autres conditions aussi, José Manuel Herrera. Oui. Donc, il y a peut-être ça aussi qui est rentré un petit peu en ligne de compte, mais je suis sûr qu'avec Omar Daf, et Victor Glitzling aura sa chance, et j'espère aussi, je pense que tout le monde espère aussi l'arrivée d'un buteur d'expérience. Ça ferait quand même du bien aussi à cette équipe, parce que avec seulement Sané devant, avec Thomas Robinet qui pour moi n'est pas forcément un vrai buteur, je pense que c'est plus un joueur qui est capable de jouer ailier. Oui, il est ailier droit de formation, il me semble. Après, il joue aux 2 postes. Et il a une bonne qualité de centre. Il a une très bonne qualité de centre. Et je me rappelle du but du centre qu'il avait mis, je ne sais plus sur la tête de qui, mais ça va me revenir. Et j'avais trouvé qu'il avait une très bonne qualité de centre. Et c'est vrai que c'est peut-être plus dans ce registre que je le verrais évoluer. Mais après, on verra. Mais en tout cas, l'arrivée de Yohan Molo, oui, je pense que c'est une bonne chose. C'est un joueur d'expérience, c'est un milieu offensif, si je ne me trompe pas. C'est quelqu'un qui percute, qui va vite. Oui, alors il est ailier gauche. Oui, voilà. Il est ailier gauche au départ, mais il peut jouer aussi au centre et à droite. Mais il est plus adapté pour la gauche. C'est vrai, j'ai encore le souvenir d'un joueur qui percutait, qui avait la grinta aussi, qui était quelqu'un qui avait du caractère. Et c'est ça aussi qu'il faut, parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes joueurs. Et il faut prendre aussi exemple avec Momo Sissoko au milieu de terrain aussi, Yohan Molo. Cette équipe commence à prendre forme et elle commence à être renforcée. Après, on verra le niveau de chacun, mais j'ai pas trop de doute à ce niveau-là. C'est peut-être juste un problème. Il y aura juste un problème physique, à mon avis. Il faut reprendre le rythme, tout simplement. En tout cas, il a quand même joué 8 matchs avec Samsara cette saison. Je pense qu'il va avoir quand même un minimum de forme physique. Mais oui, voilà, il n'arrive pas à court de forme, mais je pense qu'il aura un minimum de temps d'adaptation. Et il y a une dernière information, bon là c'est plus un bruit de couloir, une rumeur, à croire ou pas. Ce serait l'attaquant centre de Saint-Etienne, Maktar Gueye, qui viendrait sous forme de prêt à Sochaux pour pallier au départ d'Ermedine Demirovic. Actuellement, c'est un jeune joueur, il a 21 ans, il vient du Sénégal, de l'US Gorée où il est arrivé en cours de saison dernière. Il a joué 2 matchs cette saison avec Saint-Etienne en tant que remplaçant, il avait marqué un but. Actuellement, il serait aussi sur les tablettes de Nancy et de Portsmouth en 3e division anglaise. Bon, on verra en tous les cas s'il viendra du côté de Sochaux.
en prêt, pourquoi pas. De toute façon, avec les prêts, on n'a rien à perdre. On verra si on sait que le club est soumis aussi à la DNCG, donc peut-être que le recrutement de buteur, on sait que ça coûte cher. Honnêtement, je pense que si ils arrivent à faire des prêts comme ça, je pense que soit le club a eu une autorisation de la part de Saint-Etienne et puis de Marseille pour Okia d'avoir le salaire pris en charge par les clubs prêteurs, ou tout simplement peut-être qu'on va s'attendre à des départs d'ici jeudi soir pour réduire la dette. Parce qu'actuellement, on sait qu'il y avait Jean Ruiz et puis Maxence Prévost qui étaient suivis par d'autres clubs. Et Jean Dofoux avec toutes les rumeurs. Moi j'avais une info sur Jean Ruiz, mais je sais pas si il était suivi par un club anglais qui aurait mis un gros billet sur la table. Après, je sais pas si l'info est vraie ou pas, mais c'était une rumeur qui courait il n'y a pas si longtemps. Et puis pour Fuchs, il y avait des offres d'Alaves, et actuellement, je crois qu'il y a d'autres clubs espagnols qui sont. Il y a des clubs. Là-dessus, et puis Bruges. Et Cologne, je crois aussi. Bruges, c'était cet été, ils avaient fait une offre de 2 millions qui avait été refusée. Et actuellement, il y a aussi Maxence Prévost qui serait suivi par Amiens pour remplacer Régis Kurtner. Bon, en tous les cas, c'est des bonnes nouvelles aussi pour les joueurs. Forcément, Maxence Prévost qui a perdu sa place au profit de Lorenz Atizigui pour le moment. Mais on verra en tous les cas. C'est sûr qu'il faudra peut-être encore des départs. Bon, il y a quand même déjà eu 6 départs. 7 7 même, oui, tu as raison, 7 départs. Donc forcément, il faut aussi combler un petit peu ça. Bon, c'était sûr que le groupe basquenais s'en allait. Forcément, il allait partir aussi avec ses joueurs. On ne s'attendait peut-être pas à ce qu'ils partent aussitôt, certains joueurs. Les aléas. C'est ça, mais en tout cas, il y en a d'autres qui sont restés, comme Rafa Paez, comme Emmanuel Anderson, et je crois qu'il reste plus que les deux. Ah non, il y a aussi Rafa Navarro, mais il est prêté par Alaves. C'est prêté par Alaves, donc on verra comment ça va évoluer, surtout si la défense centrale devient Maxence Lacroix, Boris Moltinis, on ne sait pas. Après, oui, pourquoi pas. Après, peut-être tester l'un des deux avec Verdon, pourquoi pas. Oui, aussi, après je pense que en tout cas ça ouvre plein de possibilités à Omar Daf d'avoir intégré ces jeunes joueurs, et c'est vrai qu'il faut les intégrer dans le projet parce que comme on le dit souvent, l'ADN de Sochaux c'est la formation, et on est là pour former des jeunes joueurs, et quoi de mieux que les lancer, même si on sait que le club joue le maintien, c'est peut-être pas forcément leur rendre service, mais je pense qu'ils auront peut-être plus à cœur de défendre le club qui les a formés que d'autres joueurs. Oui, exactement. Puis après, là, quand tu vois le recrutement qui a été fait actuellement, Momo Sissoko, Hamza Saki, t'as un mélange entre de l'expérience dans l'élite de la Ligue 1, de l'expérience en Ligue 2, ou tout simplement apporter de la fraîcheur avec des jeunes. Et c'est un tout qui permet de un petit peu créer une nouvelle osmose au niveau de Sochaux, qui est quand même un effectif très jeune et qui est quand même pas mal alimenté par les prêts actuellement, même si la formation reste majoritaire au sein de l'effectif pro. Oui, parce qu'il y a aussi encore Lucien Agoumet qui n'a pas encore signé pro FC Sochaux et qui est forcément un élément d'avenir également. Alors, tu m'as entendu une perche avec Hamza Saki. Eh bien, on va l'écouter lors de sa présentation du côté du FCSM. Il avait fait un bon match également face à Brest. Il a mis une belle frappe. Oui, une belle frappe brossée en deuxième période. Bayala aussi. Oui, il a eu de l'impact. Voilà, une belle frappe, et puis elle a été contrée, sinon elle prenait quand même la direction du but. Allez, on écoute Hamza Saki. Hamza rejoint le groupe, c'est un joueur important. On a beaucoup travaillé pour le récupérer sur ce mercato. Ses qualités, on les connaît, et je ne doute pas que Hamza va beaucoup nous apporter sur cette deuxième partie de saison. On lui souhaite bienvenue, et on va le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse nous apporter toute sa qualité technique. Il fallait que je joue et puis apporter ce que je sais faire à l'équipe, et puis surtout monter au classement. L'année dernière, j'ai fait une bonne saison, et cette année, j'ai un peu moins joué. Bon, c'est le foot, de toute façon. Je joue plutôt vers l'avant, donc c'est déjà une bonne chose. Donc j'aime bien jouer vers l'avant, et voilà, jouer le plus rapidement possible. Et puis si je peux apporter la balle vers l'avant en dribblant, bah, je peux le faire aussi. Je suis impatient de retrouver les terrains, de jouer, de tout donner. Je donnerai tout, et puis je suis venu pour ça. Tout donner. Tout donner, comme dit Hamza Saki. En tous les cas, on verra si c'est il y a déjà en tout cas sur cette rencontre, son entrée a fait déjà du bien. Plus Cyril Balaya, c'est vrai que ça a fait reculer un petit peu cette équipe de Brest. Et
Maintenant, s'il y a Yohan Molo, il y aura aussi Momo Sissoko qui vont arriver, plus nos jeunes joueurs qui sont pétris de talent, hein, parce qu'ils ont du talent. Eh bien, tout ça va faire une osmose. Omar Daf est en train de monter une équipe, hein. C'est vrai que cette fin de saison, on est là pour... le club doit se sauver. Donc, je voudrais même dire, peu importe la manière, le principal, c'est de prendre des points. Et c'est vrai que ce qui est rageant sur cette rencontre, c'est de ne pas avoir pris au moins un point, parce que franchement, Sochaux le méritait. C'est dommage, c'est comme ça. On n'est pas non plus dans la même catégorie que Brest, hein, parce que Brest et Metz, pour le moment, sont vraiment deux équipes qui se détachent dans ce championnat et qui risquent forcément peut-être de monter en Ligue 1. On leur souhaite, mais c'est vrai que Sochaux n'est pas dans cette catégorie-là. Mais ils ont quand même, les Sochaliens, accroché cette équipe de Brest. Mais à la finale, c'est toujours pareil. On retient que l'efficacité dans les rencontres. Et c'est ça qui fait qu'on obtient les points ou pas, les 3 points. Et c'est ce manque d'efficacité, car Sochaux a quand même, si je ne me trompe pas, la 18e attaque. Donc forcément, c'est là-dessus qu'il faut travailler. J'espère qu'au Mercato, il y aura un buteur d'expérience qui arrivera, ou des prêts, hein, parce qu'on peut très bien s'en sortir avec un prêt aussi également. Il faut être malin. C'est ça aussi le Mercato. Quand on n'a pas forcément beaucoup d'argent, eh bien, il faut être malin. Et c'est vrai qu'on espère que... On a confiance en Omar Daf. On n'a pas confiance en son portable, mais on a confiance en lui en tous les cas pour se remonter cette équipe sochalienne. Et d'ailleurs, Omar Daf qui a prolongé jusqu'en 2021. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour le club sochalien. Très heureux parce que ça va permettre de travailler sur la durée, et pour moi c'est important. C'est un gage de confiance, c'est des responsabilités. Maintenant, comme je dis, ce qu'on veut tous, c'est que le club retrouve des couleurs. Voilà, et pour ça, on sait qu'il y a beaucoup de travail, mais c'est un bon challenge aussi. Et voilà, je suis très heureux de faire partie de ce projet. Allez, c'était Omar Daf qui nous parlait justement de sa prolongation. Eh bien, on va l'écouter, l'entraîneur sochalien, après la victoire. La victoire de Brest plutôt, pas celle de Sochaux. On va écouter Omar Daf en conférence de presse qui disait ce qu'il avait retenu de cette rencontre. Peut-être, on aurait pu. Je pense que sur le but qui marque, c'est moins net que les situations qu'on s'est procurées. Donc c'est pas peut-être, on aurait dû. Voilà, c'est qu'on a eu une entame difficile, normale, face au co-leader du championnat. Voilà, donc clairement, on voit la réussite d'une équipe qui va peut-être monter, c'est ce que je leur souhaite. Et nous, voilà, on a manqué de réussite sur le but, et je pense que sur la dernière demi-heure, on aurait mérité largement de revenir au score dans ce match. L'efficacité, je pense que Brest a eu la réussite sur le but. Et nous, voilà, je pense qu'il y a 2 ou 3 situations chaudes où ils sauvent un peu sur la ligne. Je pense qu'on aurait pu revenir sur ce match-là, sur la dernière demi-heure. Ouais, après les changements, il y a eu une bonne réaction sur le plan technique. Ça s'est rééquilibré. Donc on a poussé. Et puis ça y est que sur le dernier quart d'heure, on a clairement fait reculer cette équipe de Brest. Limite les acculés. Donc pas réussite. Parce que je pense que vu le nombre de situations qu'on se procure, on aurait mérité de marquer un but. Problématique, non. C'est que sur le plan comptable, on est très déçus. Voilà, on est très déçus de repartir d'ici sans un résultat positif. Après, sur le contenu, voilà, qu'est-ce qu'on peut reprocher aux garçons si ce n'est cette entame un peu difficile, mais on s'y attendait. Voilà, on savait que c'était une équipe qui était en confiance, qui était en réussite. Donc voilà, c'est à nous de relever la tête, de continuer à travailler. Je ne sais pas si Brest a autant souffert à domicile que sur ce match-là. Mais voilà, moi je suis fier malgré le résultat, je suis fier de ce que mes joueurs ont produit ce soir. Pour moi, clairement, avec Metz, c'est les 2 équipes qui se détachent. Voilà, donc c'est une équipe qui a de la maturité, c'est une équipe où il y a des automatismes. Donc voilà, c'est une équipe très très difficile à manier. Très bien, je pense que c'est des joueurs qui vont nous apporter, j'en doute pas. Cyril a été actif sur le front de l'attaque. On a vu la qualité technique d'Hamza quand il est rentré. Voilà, ça nous a permis d'avoir une meilleure maîtrise, et c'est ça qui a fait reculer cette équipe brestoise. Ouais, 2 jeunes pros, 18-19 ans. Donc je pense qu'aujourd'hui, face à au tandem au trait de Charbonnier, ils s'en ont pas très mal sorti. Donc voilà, c'est bien pour eux. Ils continuent leur progression. Mais comme je dis, je suis très déçu au vu des efforts qu'on a fournis cet après-midi. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'il y a 10 000 personnes dans le stade. Comment l'arbitre, à cette vitesse-là, il peut voir le but et prendre sa décision aussi rapidement. Voilà, non, mais ce que je dis, il est à 30 mètres de l'action.
Et avec le poteau, avec le défenseur en plus, et prendre une décision aussi rapide, voilà, je lui dis bravo. Oui, oui, mais à vitesse réelle, franchement, décider aussi rapidement de ce but-là, moi je lui dis bravo. J'espère que voilà, ça tournera à notre faveur bientôt. Bah, c'est clair, parce que c'est pas une occasion. Voilà, c'est pas une occasion, c'est une situation où voilà, il y a 2 contre et c'est notre gardien, il y a un défenseur en plus qui est sur le ballon. Voilà, après c'est l'effet de jeu. Non, mais lui il fait son job, il est engagé à 200%, il récupère le ballon. Après voilà, sur son engagement, il glisse un peu. Voilà, si c'était le contraire, je lui aurais reproché, mais là, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Il n'y a pas grand-chose à leur reprocher aux joueurs du FCSM, ce que disait Omar Daf. Alors, il y a eu un petit jeu dans cette rencontre avec 2 supporters qui ont fait le voyage avec l'équipe, c'est-à-dire un très jeune supporter et son papa qui ont fait le voyage. C'était organisé par le club et j'ai trouvé que c'était assez sympa. On va les écouter, vous allez voir quel joueur a choisi justement le petit garçon, quel est son joueur préféré, c'est la question. Que le consultant, enfin pas le consultant, mais que la personne de Beansport qui était sur la pelouse lui a demandé. Dans le même hôtel, on a pu dîner avec eux hier soir et les accompagner au stade aujourd'hui. Toute l'équipe est super, que ce soit le staff comme les joueurs, ils nous ont très bien accueillis. C'est hyper sympa. Ouais, j'imagine un réveillé, vous l'avez dit. Je sais que t'es timide, hein, toi Quentin, mais est-ce que tu peux me dire juste ton joueur préféré, celui que tu préfères à Sochaux? Maxence Prévost. Ah, bon, il n'est pas titulaire ce soir, c'est pas grave. Ce sera un bon match, on l'espère, pour vos idoles, les joueurs de Sochaux et bonne fin d'aventure parce que j'ai bien compris que c'était quand même quelque chose pour vous d'exceptionnel ce que vous viviez. Alors, c'était les gagnants de ce jeu qui sont partis avec le maillot de Jean de Fuchs. Donc, je pense qu'ils ont passé un excellent moment. C'est une belle initiative quand même, Arthur. Oui, ça permet de se rapprocher un petit peu, de rapprocher les supporters avec les joueurs du club, garder quand même une certaine proximité qui peut les aider dans la course au maintien. Oui, c'est une bonne idée de com. Après tout, il n'y a pas beaucoup de clubs qui font ça en Ligue 2 et il faut montrer qu'on peut montrer un minimum d'originalité sur le terrain de la communication. C'est ça, pour compter sur le soutien de ses supporters. Bon, Fred. Non. Ah, Fred, il s'endort. On passe à quoi alors? Comme tu veux après. Hein. À quoi on passe? Concernant Omar Daf, non. Omar Daf, c'est compliqué, la messagerie est pleine. Peut-être on va rester un dernier essai. Donc on lance un message à Omar, il faut vider la messagerie. Maintenant, on peut pour qu'on puisse vous laisser un impossible. message. Mais c'est hyper compliqué. Donc c'est comme ça. On aura un joueur, je pense, la semaine prochaine. Ça sera J'ai des matchs matchs en Ligue 2 en Allez, direct. vas-y, Fred, dis-nous un peu. On va parler un peu. Bien sûr, à moins qu'Arthur ait quelque chose à rajouter sur la Ligue 2. Bah oui, attends, on va quand même donner les résultats qu'il y a en Ligue 2 parce qu'on a parlé que de ce J'ai 2 matchs en direct de Ligue 2 aussi. Donc, allez, donne-nous les 2 matchs en direct. Clermont-Le Havre et Béziers-Paris FC, à 4 minutes de la fin, 0-0 pour les 2 rencontres. Alors, avec Faneva Andrea Tsima qu'on devait avoir ce soir, donc tout était calé et tout, sauf que Faneva il m'a renvoyé un mot, il me dit bah oui, mais on joue ce lundi. Ah, j'ai dit oui, c'est vrai, j'avais pas fait attention. Titulaire, tiens, en passage. Ouais, tu peux regarder, j'avais pas fait attention, donc forcément. En tout cas, salut à Michael et on souhaite bon courage. Il me semble que c'est Aïe qui est titulaire ce soir. Oui, c'est Aïe, c'est le 3e meilleur buteur de la Ligue 2, donc forcément. Non, il n'est pas titulaire, mais il y a quand même Florian Auger et Franck Honora de titulaires. Oui, 2 anciens surchaînés également, Florent Auger également, et c'est vrai qu'on devait l'avoir ce soir, Faneva, mais en tout cas on aura plaisir à le revoir ce vendredi du côté du Stade Monal. D'ailleurs il nous attend à la fin de la rencontre, donc on le verra en personne. Et Faneva est sur le banc. Hein. Et on pourra discuter avec lui. On va peut-être même lui envoyer un petit message en direct. On n'a peut-être pas son portable à côté de lui, mais ça pourrait être c'est assez sympa. En tout cas, c'est un joueur avec qui on a gardé beaucoup de contacts et qui est toujours hyper sympathique et qui avait répondu tout de suite oui, je serai présent lundi, sauf que on n'avait pas pensé qu'il y avait un match, on n'avait pas fait attention. Et puis il reste un match ce soir, c'est le match entre Troyes et Lens, puisqu'on parle des matchs d'aujourd'hui. Donc c'est ça, mais on va vous donner 20h45. On va vous donner les matchs de cette 22e journée qui avait lieu ce vendredi avec tout d'abord Nancy qui a battu Auxerre avec un but de Triboulet à la 12e minute de jeu. Grenoble et le Gazélec Ajaccio ont fait match nul, un but partout. Lorient est allé s'imposer du côté de Valenciennes 2-1. Châteauroux est allé s'imposer du côté du Red Star. Décidément, ça va pas très bien pour les hommes de Farouk Hadzibedjik, 3-1.
avec également l'AC Ajaccio et Metz qui ont fait un match nul 0 partout. Et les matchs de ce samedi 26 janvier, Orléans qui a battu Niort 1-0. Du côté des buteurs, du classement des buteurs, Gaëtan Charbonnier, le Brestois, est toujours en tête avec 16 buts, même s'il n'a pas marqué contre Sochaux. Diallo est deuxième, le Messin, avec 15 buts. Et comme on disait, Florian Hayet, Clermont avec 11 buts, qui va peut-être pouvoir marquer ce soir et puis augmenter son total de buts. Prochaine journée pour la 20, parce que ça sera la 23e journée en Ligue 2, ce vendredi 1er février. Lorient recevra l'AC Ajaccio. Toutes les rencontres auront lieu à 20h. Bon, là, je vous donne les rencontres en bref parce qu'il y aura des rencontres forcément le samedi. Donc, Lorient, l'AC Ajaccio, Châteauroux, Grenoble, Niort, Nancy, Le Havre-Brest, Metz 3, Gazélec, Ajaccio, Valenciennes, Paris FC, Orléans, Auxerre, Red Star. D'ailleurs, il y aura Sochaux, Clermont Foot à partir de 20h. Et vous avez des places à gagner ce soir pour Clermont Foot. Vous appelez, puis c'est gagné. On ne s'embarrasse pas de questions. Et on reviendra après parce qu'il y a d'autres places également pour le Racing Besançon, mais ça sera plutôt dans la partie nationale 2. Arthur, un petit mot pour finir sur cette Ligue 2. On aurait préféré discuter avec Omar Daf ce soir, mais apparemment c'est hyper compliqué. Je ne sais plus quoi faire. Eh ben écoute, on a un petit peu le même schéma tous les week-ends en Ligue 2. Actuellement, toujours un haut de tableau qui est très serré pour la course à la promotion. Peut-être une petite déception pour Niort qui marque un solide coup d'arrêt par rapport à la première partie de saison qu'ils avaient fait, qui était vraiment excellente et qui était pleine de surprises. En bas de tableau, personnellement, je vois toujours la même chose. 4-5 équipes qui se tirent un petit peu la bourre pour éviter de glisser dans les entrailles de la 3e division. On voit actuellement que Béziers qui fait match nul. Voilà, il y a la mi-temps qui vient d'être sifflée sur les terrains de Ligue 2. Donc comme a dit Fred, 0-0 sur les deux pelouses. Béziers qui pour le moment se retrouve à 1 point de Sochaux. Béziers, futur adversaire d'ailleurs de Sochaux dans 15 jours, si je ne me trompe Oui. pas. Avec un Sochaux qui est toujours à égalité de points avec Valenciennes. Et il faudrait quand même que Sochaux arrive à récolter quelques points qui pourraient être déterminants pour le match 1 parce que Béziers est à égalité au goal average avec nos amis doubistes. C'est ça, tu as tout résumé, donc il faudra aller du côté de Béziers et essayer d'aller faire un résultat avec tous les joueurs qui arrivent et qui vont, on espère, encore arriver. L'abondance de biens ne nuit pas, comme on dit, donc on espère qu'il y aura encore également des arrivées et peut-être que ça va arriver pendant cette émission, si jamais. Enfin bon, faut dire que voilà, le mercato se termine jeudi 31 janvier minuit, ça je me trompe pas, je crois bien, ou vendredi, mais je crois que ça doit être jeudi 31. Oui, jeudi 31, qui marquera aussi le départ de David Vizcaíno et donc la place vacante en directeur sportif et Philippe Raschke qui retrouvera les pleins pouvoirs au niveau du recrutement. C'est ça, on va dire que les places reviennent à des Sochaliens pure souche, on va dire. C'est vrai que le groupe Basconia se retire du club, donc forcément, tout le monde. Il restera plus que le directeur général Inigo Martinez qui sera administré par Basconia et qui quittera le club à la fin de la saison, comme son CDD l'indique. C'est ça, donc tout le monde va s'en aller. C'est bien Béziers. Hein, Attends, bouge pas, je te mets c'est ton bien micro. Le match à Béziers après dans 15 jours. Hein, t'as vu un peu, je suis bien quand même. C'était bien. Le vendredi 8 à 20h, on sait déjà quand il aura lieu. Donc. C'est ça. Bon, il y aura un peu plus de soleil par là, du côté de Béziers. Hein. Je crois que dans Montpellier, il y avait un beau soleil hier. J'espère aussi. Dommage que j'étais pas dans l'Hérault à ce moment de l'année parce que vu que je suis pas très loin de Béziers. Non. C'est dommage pour toi. Allez, on va parler un petit coup des jeunes du FCSM. Hein. Les résultats en National 3, il y avait un match amical du côté du centre de formation. Et c'est le FCSM a fait match nul avec le FC Saint-Louis-Nevèque. 2 buts partout. Du côté des U19. Le FC Fleury recevait les jeunes joueurs de Pierre-Alain Fro et c'est le FCSM qui s'impose à Fleury 2-1. La réaction de Pierre-Alain Fro, première mi-temps très laborieuse de notre part dans laquelle on ne se créait pas d'occasion. Seconde période plus intéressante avec de l'intensité, des courses et du jeu vers l'avant. Et un adversaire réduit à 10 à l'heure de jeu. Et du côté des U17 du FCSM, ils se sont imposés 2-1 face au SAS Épinal. La réaction de Manu Giudicelli dans des conditions de jeu difficiles. Il y avait de la pluie et du vent. On réalise une bonne première période validée par 2 buts.
Par la suite, on a manqué d'efficacité pour se mettre à l'abri. Une fin de match difficile, mais une victoire méritée sur l'ensemble de la rencontre. Donc bravo aux jeunes joueurs du centre de formation qui ont obtenu que des victoires ce week-end. Bon Fred, ça va être à toi je crois. Hein, oui, puisqu'on parle de l'équipe... de l'équipe Nationale 2, hein, parce ouais. qu'il n'y a pas eu grand-chose. En National 3, c'était que des matchs amicaux. Donc je vais revenir 2 secondes sur les matchs amicaux en National 3. On va commencer par la National 2. Il y avait des matchs en retard. Dans le groupe A, le CA Pontarlier qui s'est déplacé du côté de Marseille en affrontant l'équipe d'Andoum qui devait avoir lieu au stade Paul Robe. Oui, c'est un match qui a été inversé, il faut le signaler. Oui. Donc c'était contemporain un match aller puisque le match retour n'avait pas encore lieu. Et ben, les Pontisaliens ont fait match nul 2 buts partout. Et Jura Sud de son côté a fait match nul contre Grasse 1 but partout. Au classement, ça profite aux joueurs de Pascal Moulin puisqu'ils sont premiers avec 30 points. Quant aux hommes de Jean-Luc Courtet, le CA Pontarlier sera 13e avec 17 points. Et ce samedi, la prochaine journée, enfin si la météo le permet, le CA Pontarlier recevra la réserve de l'Olympique Lyonnais et Jura Sud recevra la réserve de l'OGC Nice. Alors donc en National 3, donc, il n'y a pas eu de match ce week-end dû au mauvais temps, à la neige notamment. Aucun match en Bourgogne-Franche-Comté, dans toute la région en plus. Alors donc la prochaine journée, c'est ce samedi, toujours sous réserve aussi à cause du temps, où le Besançon Foot se déplacera du côté de Guignon. La réserve du FC Sochaux-Montbéliard recevra Avallon. Le Grand Villard se déplacera du côté d'Agé-Auxerre. Racing Besançon recevra Montceau-les-Mines, que nous irons normalement voir. D'ailleurs, il y a des places à gagner ce soir pour Racing Besançon, Montceau-les-Mines. Vous appelez et c'est gagné également. Et du côté de Morteau-le-Bon, qui se déplacera à Selongé. Surtout qu'en parlant du Besançon Foot, ils ont affronté Belfort en amical. C'est les Belfortins qui ont gagné 1-0. Au passage. Donc. D'accord, ok, donc c'est tout ce qu'on pouvait dire. En National 2, Belfort recevra Créteil samedi aussi. Vous avez parlé du Jura Sud Foot aussi ? Oui, j'ai parlé du Jura Sud, ils ont fait match nul contre Grasse. Et ils sont premiers du groupe A avec 30 points. Exactement, ils sont premiers. Et on salue bien évidemment Aurélien Fèvre qu'on aura très bientôt dans cette émission. Allez, on parle un petit coup de handball avec les handballeuses byzantines qui se déplaçaient du côté de Larvik. Ça se trouve en Norvège. Elles avaient gagné largement à l'aller. On espérait qu'elles l'emportent du côté de Larvik. Peut-être pas largement, mais en tout cas une victoire. Et bien non, finalement, elles se sont inclinées 29-26. Un match où Larvik a toujours été devant. Et c'est pas forcément une bonne opération pour les filles de Raphaël Tervel et Sandrine Mario Delers. Prochain match, ça sera du côté du Kuban Krasnodar le 3 février à partir de 16h. Donc là, il faudra une victoire impérative. Mais tout n'est pas fini encore en Coupe d'Europe, mais il va falloir s'imposer du côté des Russes. De Yevgeny Trifilov, ce ne sera pas chose facile, mais c'est quand elles sont au pied du mur que les filles s'en sortent souvent le mieux. Oui, Arthur. Et il me semble que si Besançon perd ce match, elles seront éliminées définitivement, puisque actuellement elles sont 3e à égalité de points, mais avec une meilleure différence de but avec Larvik. Il faudrait qu'elles gagnent de 4 buts. Oui, en fait. et actuellement le Kuban Krasnodar a que 2 points d'avance. Mais je crois que si le Kuban Krasnodar gagne, les 2 premières équipes seront qualifiées quoi qu'il arrive. Tu as tout résumé. Viborg est première avec 8 points. Viborg est qualifié là. Voilà, Viborg est déjà qualifié. Le Kuban Krasnodar est 2e avec 4 points. Le SBF est 3e avec 2 points. Et Larvik est dernière avec 2 points également. Donc ça va être forcément, il faut une victoire du côté de Kuban. Et comme je dis, c'est souvent dans ces coups de temps-là que l'équipe se transcende. Et on espère qu'elles iront là-bas et qu'elles ramèneront surtout la victoire, mais on les verra à l'œuvre d'ici là. Ce sera ce mercredi du côté du Palais des Sports, car elles vont recevoir Nantes qui est en tous les cas un prétendant aussi également au championnat. Nantes est 5e pour le moment avec 27 points, le SBF est 4e avec 34 points. Ça va être un match très serré, mais en cas de victoire, le SBF pourrait prendre la 3e place qu'occupe actuellement l'OGC Nice avec 35 points. Donc venez au Palais des Sports, ça sera ce mercredi 30 janvier, à partir de 20h. On vous y attend, on y sera également.
Un petit mot handball, mais on continue, c'est chez les garçons cette fois-ci avec le Grand Besançon handball qui est allé s'imposer du côté de Chambéry 24-27. Une belle victoire encore une fois, sachant que Belfort s'est incliné lui du côté d'Élite Valdoise 27-26. Pour moi le Grand Besançon est en tête avec 33 points, devant Sarrebourg 30 points. Et Belfort lui est 3e avec 26 points, ferme la marche. Épinal 8e avec 13 points. Prochain match, ce sera le derby. Et ça sera ce week-end, derby face à Belfort. Donc je pense qu'il va y avoir du monde du côté du Palais des Sports. Car en plus, il y a, si je ne me trompe pas, il y a aussi du futsal. Donc ça va être une belle rencontre également du côté de Besançon. On vous en dira plus dans quelques minutes. Mais c'est vrai que ça sera un très très beau derby et ce sera ce 2 février à partir de 20h. Grand Besançon de handball, Belfort. Et non, je crois que le futsal c'est la semaine d'après, c'est le 9. Je dois me tromper d'une semaine là. Donc n'allez pas ce samedi à 15h au Palais des Sports, il n'y aura rien. Ça sera le 9 février parce qu'en plus je me fie aux matchs de National 3 qui auront lieu. Et c'est vrai que le derby en tout cas en handball, ça sera ce 2 février. On passe cette fois-ci au Bezac, le Bezac qui recevait, allez, on va le prononcer, hein, c'est bien, Souffle-Weiersheim. Bon allez, c'est raté, vu vos têtes, je pense que je l'ai raté. Bon, et en tous les cas, les Alsaciens se sont imposés à Besançon 82 à 70 pour le moment le Bezac est 7e avec 29 points. Le prochain match pour les Byzantins, ce sera du côté de Boulogne ce 29 janvier. À partir de 20h, où on espère que les hommes de Nicolas Faure et Joseph Calambani s'imposeront du côté de Boulogne. Ce sera encore assurément un gros match. Eh ben moi je vous propose de continuer sur le handball car vous savez qu'il y a un gros événement, il y a eu un gros événement qui s'est terminé, en effet. Qui s'est terminé donc ce dimanche et c'était Arthur. C'était oui, il y a eu la Coupe du Monde avec France-Danemark qui s'est ensuite soldée par une défaite de la France en demi-finale contre une équipe de Danemark qui était très robuste et solide, qui ensuite a réussi à remporter la compétition. Je crois que c'était hier la finale. C'est ça, la finale, c'était hier. J'avais pas pu voir, j'ai juste vu le match de la France. Et puis après, la France qui a réussi à consolider quand même une 3e place et une place sur le podium face à l'Allemagne. Allez, on va revenir sur cette demi-finale, petit résumé entre la France et le Danemark. C'était ce samedi. Oubliez les inquiétudes, fini les doutes, remisez les incertitudes. L'équipe de France a un premier rendez-vous avec l'histoire dans l'écrin sublime de la Barclaycard Arena de Hambourg. Les sextuples champions du monde défient leur ennemi intime, le Danemark, seule équipe à avoir remporté tous ces matchs. Les champions olympiques ont marché sur tous leurs adversaires jusqu'alors. La défense française, une fois de plus, sera la clé d'une rencontre où l'engagement et l'intensité s'annoncent épiques. Pas subir l'impact, attention évidemment, le danger principal se nomme Mikkel Hansen, capable de déclencher avec un coup de poignet fulgurant. C'est lui, le premier à dégainer évidemment le danger principal malgré l'excellente défense française. Joueur hors pair, en grande forme. Et deuxième arrêt déjà. Voilà l'un des autres dangers qui guette. Parler du jeu dans la continuité des Danois et évidemment avec la gâchette Mikkel Hansen servi ici par Mats Menselaarsen. Quelle passe sublime passe exceptionnelle de Mikkel Hansen. La volonté également de jeu placé de la part du Danemark, pas finalement d'intention particulière de jouer rapidement sur l'engagement. Le kung-fu, quelle passe délivrée une nouvelle fois par le maestro Mikkel Hansen. On ne fait pas assez mal pour le moment, ballon perdu, non, en deux temps, récupéré par Mikkel Hansen. Attention, l'opposé, les Français ne sont pas assez attentifs. Pas attentif avec un Mikkel Hansen qui marche sur l'eau, hein. Ce début de partie, il voit absolument tout. Melvin Richardson avec Quentin, il n'a pas s'appuyé sur Nick même, le changement de passage en force, attention, pris au piège, il n'y a pas de gardien, il a tout vu, Niklas Landin, et l'addition commence à être extrêmement sévère. C'est en train de tourner à la punition. 20e but danois, le cauchemar continue pour une équipe de France à l'agonie. Bien géré la dernière possession. À se précipiter, Romain Lagarde vers le but. Oui, c'est bien, belle entrée de Romain. À se retourner. Allez, la dernière action. Ne surtout pas encaisser ce but. Ne surtout pas plier
ne pas courber le dos, ne pas plier les chines, c'est important, ne serait-ce que pour s'offrir un signe enfin positif. Les 5 dernières secondes, c'est Michael Hansen évidemment. Bien sûr que c'est Michael Hansen, bien sûr. Incroyable, 21e but inscrit et aucun sentiment de révolte. De révolte. Ah non, on est atterré, hein, vraiment. Encore une fois, mais non, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. Juste sur un déplacement. Alors, non. La supériorité numérique. Melvin qui va aller jouer jusqu'à Quentin Mahé. Concentré, bravo, 7e but pour Quentin Mahé dans cette partie. Pas grand chose à dire à ce niveau-là. Hein. Encore une fois, en attaque, il y aura eu des solutions de trouver. Dans le jeu rapide également. Voilà, on est obligé de faire un constat, il est quand même terrible. On n'a pas vu les Français où on les attendait. Dans ce genre de confrontation, Michael Hansen règle l'addition, 12e but. En tout cas, c'est une bien triste soirée, une bien triste fin d'après-midi, un vendredi sombre pour le handball français qui va trouver, on l'espère, du plus profond de notre être, des ressources pour accrocher une médaille de bronze. Mais comme le disait Shakespeare, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Ce soir, c'est la défense française qui n'a pas été à la hauteur des bleus à l'âme, des bleus au cœur. Le Danemark va pouvoir poursuivre son rêve, celui d'accrocher un premier titre mondial dans son pays. À Herning, ce sera face à l'Allemagne ou à la Norvège. La France est KO. La France est KO. La France n'a pas fait de vieux os face à l'équipe du Danemark. Et on écoute cette fois-ci le match pour la 3e place entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne qui s'était inclinée face à la Norvège. Et vous allez voir, il y a eu du suspense dans cette rencontre jusqu'à la dernière seconde. Un dernier effort, une ultime envie pour vivre encore une fois des frissons de bonheur malgré l'énorme déception vécue lors du naufrage danois en demi-finale. La France peut relever la tête pour ne pas repartir les mains vides et le cœur triste. 26 buts, effectivement, c'est absolument ahurissant. Stéphane Fett, c'est bien travaillé. Pour l'instant, il est jusqu'au bout d'ailleurs, d'une énorme intensité. Et c'est bien passé. Nicolas Karabatic qui va avoir des solutions, il s'est fait balancer. Le bras est levé, il est obligé de tirer et derrière c'est bien Cyril Dumoulin, juste parfait. Quentin Mahé. On rentre le ballon qui va se positionner externe, Vinchek. Oh ça c'est écoutez, il s'en sort très bien, bravo à Paul Brooks. Et pas de domination en tout cas, hein, clairement pas de la part des Français. Et regardez, c'est un ballon rendu avec Paul Brooks, avec Gensheimer qui va se servir de Nedim Remili pour aller chercher les 2 minutes. C'est rare, c'est la 3e fois dans ce tournoi. C'est bien, Melvin Richardson, le renversement et derrière la finition. Le Portugais. Et ça tue cette fois Vincent Gérard et surtout l'envie de se donner pour le groupe. Il a fait la différence. Quel réflexe! Superbe! Andreas Wolf qui va permettre à Uwe Gensheimer. Steve Effner. Allez, bras levé. Allez, Vincent Gérard être solide. Il l'a touché mais ça ne suffira pas. Le 13e but en faveur de l'Allemagne. Et attention au retour, les Français ont encore un peu le temps. Et bien gérer le temps également, hein, Thomas. C'est de ne pas rendre le ballon aux Allemands. On va dans le duel, dit quand même. Attention, vite se repositionner et ressortir des 9 mètres. Parce que ça ne sera peut-être pas suffisant. Procop fait confiance à Beum, qui a été très bon. Bonne défense de Luka. Par Luka Karabatic, ne pas se précipiter. Ça va. Cette passe supplémentaire est essentielle. Jour après jour, match après match. Vous voulez dire, il n'aime que pastis pour Vincent Gérard. On va suivre, hein. C'est une belle occasion. Allez Timothée, jusqu'au bout. Vers le but. Bien sûr, jusqu'au bout. Un vrai tournant. C'est maintenant la révolte française avec Nedim Remili. La dernière fois que l'équipe de France était passée en tête, imaginez-vous, c'était au tout début de la première période, lorsque la France avait mené 5-4. Et puis, depuis, plus rien, ou presque. Ne pas trembler face à Andreas Wolf. C'est récupéré. Lucho, ballon, nouvel arrêt. C'est récupéré. Oh, allez, jusqu'au bout. Fabregas et Luka Karabatic, la passe pour Luka Ballot. Et l'arrêt. Dans mes faits. Assuré, sonner la charge, pourquoi pas. Dit quand même à l'opposé avec Quentin Mahé. Au bord un petit peu de flancher. Et dans les attitudes ne sont plus tout à fait les mêmes. L'élastique à ballon. Puis Dika a trouvé 2 fois la solution de manière consécutive. Oui, pour la confiance et la sérénité, c'est superbement bien lâché. Continuez à rester en tête du temps mort, le public, la bronca
Et le bras est levé. Allez les garçons, avec le renversement, Lucas Ballon. Et l'arrêt de Silvio Heinevetter. Le combat pour récupérer le ballon. C'est une balle de match désormais entre les mains des Allemands. Attention, bien défendre les 10 dernières secondes. Allez être solide les garçons. Ouais, et ils se jettent sur tous les ballons. Il y aura une dernière opportunité. Quel Guigou pour Nicolas Karabatic. Vidéo. Le but sera accordé. Le but sera accordé. Il a été inscrit à la 59e seconde. Le but sera accordé. La France va décrocher la médaille de bronze. Oui, sans aucun doute. Ils le savent, les Français, ils le savent. Quelle fin de match a coupé le souffle. Les Allemands sont au tapis. Et regardez cette image. Cyril Dumoulin, malgré la grave blessure, il le sait, il est derrière. Il a prévenu ses partenaires Nicolas Clerc également. Les Français vont décrocher la médaille de bronze. Et le bonheur est intense après la déception de la demi-finale. Oubliez la tristesse et la frustration. C'est une vraie libération, une joie intense et réelle. La France repart de Herning. Allez, c'était le résumé de cette partie entre la France et l'Allemagne. La France qui va repartir avec une médaille à la 3e place, mais en tous les cas, c'est synonyme de médaille. Et c'est l'Allemagne qui termine 4e. On va écouter le buteur à la dernière seconde, Nicolas Karabatic, qui ne devait pas participer au mondial, qui a été remis sur pied. D'ailleurs, il remercie les médecins du Paris Saint-Germain qui l'ont remis sur pied pour être présent. Et en tout cas, c'est tout un symbole. C'est lui qui marque ce dernier but et on l'écoute. Nico, c'est un truc de fou. Vraiment, cette fin de match était irrationnelle. Vous avez mis sans doute un peu plus que l'âme pour aller chercher cette victoire. C'est en guerrier costaud mentalement que vous êtes imposé. Oui, c'était un match très difficile à jouer. Après la demi-finale, après la claque qu'on a reçue en demi-finale, où je pense que ça a mis un gros coup d'air à les têtes et ça nous a fait baisser la tête parce que perdre de 9, même si c'est Danemark, c'est la meilleure équipe du tournoi, une des meilleures équipes du tournoi, pour les Bleus et pour les experts et pour toute notre histoire, on ne pouvait pas finir là-dessus. Et aujourd'hui, c'était vraiment mental. Et c'était dur parce qu'on jouait contre l'Allemagne, même si elle n'était pas chez elle, elle était quasiment chez elle. Il y a eu nous faire arracher le bras au début, à carton jaune. Donc on a compris tout de suite que ça allait être très difficile. Mais on s'est battu et en guerrier, on allait la chercher. Donc c'est beau. Et cette médaille, même si elle n'est pas en or, même si c'est pas une finale, elle représente beaucoup pour nous. C'est justement ça, c'est ce qu'on disait avec Nedim. Il ne faut jamais galvauder une médaille. Celle-ci est en bronze, certes, parce que vous nous avez habitués à ce qui se fait de mieux pendant des années. Tout de même, revenir de nulle part après la déroute face au Danemark, vous vous êtes parlé, vous vous êtes remobilisés, vous étiez tous épuisés, mais les ressources nécessaires dans ce genre de contexte ont fait la différence. Oui, et moi surtout, il y a Géraldine avant le match qui m'a dit t'as Alec qui regarde la télé, qui va shooter, qui va sauter avec toi 100 fois. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est que tu lui ramènes une médaille et il ne saura même pas si elle est en or, en argent ou en bronze. Donc avant le match, je pensais un peu à la difficulté de se mettre dedans. Et puis j'ai pensé à ça et moi, ça m'a motivé, ça m'a poussé à tout donner. Donc il faut jamais galvauder les médailles. C'est pas parce qu'on est multiple champion du monde, champion d'Europe ou champion olympique qu'on est au-dessus des autres. Chaque compétition, c'est un nouveau début, une nouvelle histoire et c'est pas parce qu'on est les Bleus qu'on doit se penser plus fort que les autres et c'est ça qui est bien. C'est qu'on a montré qu'on était humble, qu'on avait reçu une claque mais on s'est relevé tout de suite et c'était vraiment un gros défi. Nico, comme un symbole, avec, on l'imagine effectivement, cette force, ce supplément d'âme avec votre fils qui vous a accompagné. Passez devant, bien sûr Didier, vous faites ce que vous voulez. On parlait de ce retour absolument insensé. Vous êtes opéré au mois d'octobre, 5 fractures. Vous revenez avec mentalement une vraie force, physiquement, une restructuration hors norme. Vous êtes utilisé avec parcimonie parce que physiquement, vous retrouvez vos sensations au fur et à mesure. Et ce dernier but est très symbolique, Nico. Oh, ouais, c'est symbolique. Je pense que ce sera symbolique pour vous et pour les médias. Mais moi, je suis juste heureux d'avoir été avec l'équipe, d'avoir pu vaincre entre guillemets ma blessure et revenir au bout de 2 mois et demi. D'ailleurs, je remercie le staff du PSG et tout le club d'avoir autant bossé avec moi et de m'avoir permis de venir sur ces championnats du monde parce que c'était pas facile et on avait quelques inquiétudes. Donc je suis le plus heureux du monde d'avoir pu aider un tout petit peu l'équipe et d'avoir pu être là et d'avoir pu contribuer et vivre cette aventure magnifique avec eux. Et c'est pour des moments comme ça que je vis et que
et que je fais mon job, c'est même pas mon job, c'est ma passion. Et je suis heureux, je suis juste heureux d'avoir pu être part de cette grande équipe et d'avoir pu ramener une médaille à nos supporters et aux gens qui nous regardent derrière la télé, d'avoir réussi à les faire vibrer aujourd'hui parce qu'on les a pas fait vibrer en demi et que c'était pas notre vrai visage. Un grand bravo vraiment pour être allé chercher cette médaille. Merci Nico, félicitations. C'était Nikola Karabatic, le buteur à la dernière seconde. Et on va écouter l'entraîneur de l'équipe de France, Didier Dinard. Ah, il n'y a pas assez de fil. Oui, voilà. ça va. Ça va Ça va, oui, il faisait un petit peu chaud en bas. On aurait dit un sauna, oui. Didier, l'équipe de France termine médaillée de bronze de ce mondial. Elle est qualifiée pour un tournoi qualificatif olympique pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. C'est le mondial ici, au Danemark et en Allemagne, réussi. Oui, je pense que le mondial est réussi. Après, on a eu cette fameuse fausse note face au Danemark, mais c'est peut-être au manque d'expérience du collectif. Et c'est ce que je leur ai dit aussi avant la rencontre. C'est qu'il faut avoir rien à se reprocher. Et puis surtout, on ne pouvait pas perdre 3 matchs d'affilée, puisque l'équipe de France n'a jamais eu ça dans son parcours dans un mondial. Et ils ont vraiment fait... on a vu qu'ils ont joué jusqu'à la dernière seconde et ça a pu basculer en notre faveur. Qu'avez-vous ressenti lorsque Nikola Karabatic se dirige vers le but dans les dernières secondes de cette rencontre et qu'il marque? Nico, je sais qu'il pouvait nous apporter, il a beaucoup de discernement au niveau défensif, c'est pour ça que je le fais rentrer et qu'on a choisi le changement des arrières gauche en deuxième partie, parce qu'on pouvait utiliser Romain Lagarde ou faire les changements en fonction de leur état de forme. Et bon, il s'est avéré que Nicolas a pu faire cette fameuse transition qui nous donne la victoire, donc je suis très heureux pour lui parce qu'il a vraiment pu aider l'équipe de France. Et on voit ces images de joie, des Bleus, une joie peut-être digne d'une finale et d'un grand titre, mais vous aviez tellement envie d'aller chercher cette médaille. Le groupe est récompensé aujourd'hui, on a le sentiment que c'était très important pour vous. Si, c'était très important. Franchement, on a vraiment mal vécu peut-être cette demi-finale, mais parfois il faut reconnaître que l'adversaire est plus fort et l'état, ce qu'on avait montré, on avait vraiment été trop fébrile en début de rencontre pour pouvoir espérer exister dans cette demi-finale. Mais ce qui est très important, c'est que, comme je leur dis, c'est pas des experts aujourd'hui, ce sont des jeunes qui doivent apprendre encore à jouer des demi-finales, à jouer de grands événements. Et puis aujourd'hui, on a pu voir aussi qu'ils ont su se surpasser. Donc c'est la défaite, cette demi-finale va nous construire pour l'avenir, parce qu'on a su faire l'effort nécessaire lors du match de l'Espagne. L'Espagne n'a pas existé face à nous parce qu'on a su tirer les enseignements du dernier championnat d'Europe. Moi, je suis critiqué au niveau des rotations, mais comment vous voulez exister dans une compétition si on ne fait pas des rotations pour que les joueurs arrivent avec un état de fraîcheur, on va dire à toute épreuve. Tout le monde se sent concerné, c'est un collectif qui avance, c'est une solidarité joueurs et staff, et aujourd'hui ils l'ont encore démontré, et moi je suis vraiment solidaire à 100% avec eux, c'est pour ça que je ne les accable pas quand les choses vont mal. Et oui, il ne les accable pas, Didier Dinard, et on ne peut pas toujours gagner non plus. Cette équipe de France a tellement trusté tous les titres qu'il y a des fois aussi, il faut accepter de ne pas être toujours en haut de l'affiche, n'est-ce pas Arthur? Oui, exactement, on le voit actuellement avec ce show. Hein. On aimerait être plus haut, mais bon, c'est un peu compliqué. On le sera un jour un peu plus haut. J'en suis persuadé. On remontera. Bah oui, on remontera. Eh bien, on va se terminer, on va se quitter, tout du moins là-dessus, sans avoir eu Omar Daf, mais bon, je pense que la semaine prochaine, on aura un joueur de l'effectif sochalien. Nul doute là-dessus. Et on vous remercie beaucoup d'avoir passé ces 2 heures en notre compagnie. Merci Arthur, merci Fred. Et puis, merci à toi Fred. Merci à toi aussi, oui. On se retrouve lundi prochain, même lieu, même heure, de 18h à 20h. Toujours présent. Un joueur sochalien. Merci beaucoup messieurs, je vous souhaite une bonne semaine et une bonne semaine à toutes et à tous. À toi aussi. Merci. Et les places qui n'ont pas été gagnées ce soir donc pour Sochaux et puis pour le Racing Besançon seront remises en jeu cette semaine. Donc vous serez avertis sur la page Facebook de l'émission Soyons Sport. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine et on se quitte avec le traditionnel Allez Sochaux, à bientôt. Sur le tapis vert, nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, mais le numéro 1 ce sera Sochaux. Allez
c'est de s'énerver.